Mon mari m'a mise aux enchères pour 10 € devant 200 invités. Qui veut de cette femme inutile? Ils ont ri. Je suis restée assise en silence. Puis une voix a résonné, 1 million d'euros. Le visage de mon mari a blêmi. 10 €, a dit mon mari dans le microphone, souriant comme s'il proposait un dessert au lieu d'une personne. Qui veut de cette femme inutile? 200 personnes ont ri. Les verres en cristal ont tinté. Quelqu'un près de la scène a répété le chiffre comme une blague. Je prends pour 10. D'autres rires ont suivi, chaleureux et insouciants, le genre de rire qui flotte facilement dans les pièces où personne ne s'attend à être la cible. J'étais toujours debout à côté d'Antoine sous la douce lumière dorée de la salle de réception, essayant de me rappeler à quel moment exactement j'étais devenu un objet pouvant être vendu aux enchères. Puis, du fond de la salle, une voix calme a percé le brouhaha. 1 million. Les rires se sont arrêtés net. Le sourire de mon mari est resté figé une seconde de trop, comme une photographie qui n'aurait pas encore rattrapé la réalité. C'est ainsi que la soirée a commencé. Ce gala était l'idée d'Antoine, bien sûr. Ça l'était toujours. Il aimait les événements qui exigeaient des smokings et des applaudissements, il aimait les pièces où les gens se penchaient vers lui lorsqu'il parlait. Le grand salon Vendôme, dans le centre de Paris, correspondait exactement à son style. Des lustres en cristal, un quatuor à cordes, des serveurs se déplaçant comme dans une chorégraphie, et une compétition silencieuse parmi les invités pour savoir qui avait l'air le plus important. 200 invitations imprimées sur un épais papier Bristol crème, chacune annonçant le gala de charité de la Fondation Laurent. Son nom en gras, le mien en plus petit caractère en dessous. J'étais arrivée en avance, comme toujours, car arriver tôt signifiait que je pouvais disparaître dans le rythme de la logistique avant que la représentation ne commence. J'avais vérifié les cartons de table, parlé avec la coordinatrice des tables des enchères silencieuses, ajusté un arrangement floral qui penchait légèrement sur la gauche. C'était de petites choses, mais j'aimais les petites choses. Elles me semblaient gérables. Elles ne nécessitaient pas d'applaudissements. Antoine est arrivé 20 minutes plus tard, déjà entouré de 2 membres du conseil d'administration et d'un photographe. Il m'a embrassé sur la joue sans vraiment me regarder. « Tu as tout géré ?» a-t-il demandé. « Tout est prêt », ai-je répondu. « Parfait », a-t-il répliqué, se tournant déjà vers quelqu'un d'autre. C'était devenu notre rythme au fil des années. L'efficacité au lieu de la conversation, la coordination au lieu de la connexion. Cela ne me dérangeait plus comme cela aurait pu le faire autrefois. À 50 ans, j'avais appris que le silence peut être une forme d'accord, même si personne ne se souvient de l'avoir signé. Les invités ont rapidement rempli la salle. Des femmes en robe de soie sombre, des hommes ajustant leurs boutons de manchette, des conversations sur les investissements, les voyages et la philanthropie. J'ai pris place à la table 12, près du centre, mais pas trop près de la scène, assez près pour voir Antoine, mais assez loin pour que personne ne s'attende à ce que je prenne la parole, une distance confortable. J'ai brièvement discuté avec le couple à côté de moi, un chirurgien à la retraite et sa femme, qui m'ont dit avoir assisté à tous les galas ces 3 dernières années. « Votre mari fait un travail impressionnant », a dit la femme chaleureusement. J'ai souri et je l'ai remercié. C'était plus facile que d'expliquer qu'un travail impressionnant nécessite souvent un échafaudage invisible. Antoine est monté sur scène après le dîner. Il avait exactement l'air qu'il avait toujours dans ces moments-là, confiant, posé, le smoking parfaitement ajusté. Il a raconté quelques blagues, a parlé des initiatives communautaires, a remercié les sponsors. La salle a réagi exactement comme prévu, rire, hochement de tête, applaudissements aux intervalles appropriés. Je le regardais et ressentais un mélange familier de fierté et de distance. Il était très doué pour ça. Il l'avait toujours été. Et maintenant, a-t-il dit en relâchant légèrement sa posture, nous allons faire quelque chose d'un peu différent ce soir. La salle s'est penchée en avant. Les gens aiment les surprises lorsqu'ils pensent que la surprise concernera quelqu'un d'autre. Combien d'entre vous sont mariés, a-t-il demandé. Des mains se sont levées. Des rires. Et combien d'entre vous pensent que le mariage est compliqué? D'autres rires. Il a souri, laissant la salle se réchauffer autour de lui.
Je suis mariée depuis 22 ans. Ça mérite une reconnaissance, n'est-ce pas? Des applaudissements ont suivi, polis et encourageants. Il a fait un geste vers moi. Claire, lève-toi une seconde. Je me suis levée parce qu'il y a une sorte d'inertie dans ce genre de salle. 200 personnes qui se tournent vers vous en même temps laissent très peu de place au refus. Le projecteur s'est légèrement déplacé, accrochant le bord de ma robe. J'ai croisé les mains devant moi comme j'avais appris à le faire lors des cérémonies scolaires des années auparavant. Voici, a continué Antoine, ma femme, Claire. Elle est à mes côtés depuis avant la fondation, avant l'entreprise, avant tout. Le public a murmuré son approbation. Elle est loyale, fiable et incroyablement ennuyeuse. Des rires, immédiats et faciles. J'ai souri poliment. Cela semblait attendu. Elle préfère rester à la maison plutôt que de sortir. Elle lit au lieu de faire du réseautage. Elle m'a dit un jour que son samedi idéal consistait à réorganiser le garde-manger. Les rires se sont amplifiés. Chaleureux, amicaux, inoffensifs. C'est du moins ce qu'il semblait être. Alors ce soir, a-t-il dit avec un sourire encore plus large, nous allons mettre aux enchères un dîner avec ma femme ennuyeuse. Nous commencerons à 10 €. Honnêtement, cela me semble généreux. La salle a de nouveau éclaté de rire. Quelqu'un près du premier rang a levé la main en plaisantant. 10. Les verres ont tinté. Quelques personnes m'ont regardé avec des sourires compatissants, le genre réservé aux blagues qui tombent un peu trop près de la vérité. Je suis restée debout, sentant quelque chose de silencieux s'installer dans ma poitrine. Pas de la colère, pas encore. Juste une immobilité, comme la pause avant la pluie. Antoine a levé le microphone. 10 €. Est-ce que j'entends 20? D'autres rires. Une fois? 1 million. La voix venait du fond de la salle. Calme, posée. Pas forte, mais indubitable. L'effet a été immédiat. La salle ne s'est pas seulement tue. Elle s'est arrêtée. Les conversations se sont figées en plein geste. Le quatuor a fait une pause, les archets en suspens. Même les serveurs semblaient s'être immobilisés. Antoine a cligné des yeux. Je vous demande pardon, a-t-il dit, le microphone captant un léger accroc dans sa voix. Quelqu'un a dit 1 million? L'homme au fond s'est levé. Cheveux argentés, costume sombre, pas de cravate. Il n'a pas élevé la voix. 1 million d'euros, a-t-il répété. Le silence s'est épaissi. Je pouvais sentir chaque regard passer entre nous. Antoine sur scène, moi à ses côtés, l'inconnu au fond. Le sourire d'Antoine s'est effacé, progressivement remplacé par quelque chose de plus prudent. Eh bien, a-t-il dit en forçant un ton léger, nous apprécions certainement l'enthousiasme. Je suis sérieux, a dit l'homme doucement. 1 million. Je me suis tournée pour le regarder pleinement. Il a soutenu mon regard, non pas avec amusement, non pas avec pitié, mais avec une reconnaissance assurée qui m'a étrangement ancrée. À cet instant, la salle a semblé perdre de son importance. Les rires des secondes précédentes semblaient lointains, comme quelque chose entendu dans un autre bâtiment. Antoine s'est éclairci la gorge. Eh bien, je suppose que nous avons 1 million. Une fois, 2 fois, adjugé. Sa voix ne portait plus rien de l'enjouement précédent. Il a fait un geste vers le fond. Des applaudissements ont suivi, hésitant d'abord, puis de plus en plus forts à mesure que les gens réalisaient qu'ils assistaient à quelque chose d'inhabituel. Je me suis assise lentement. La femme à côté de moi m'a dévisagée avec une curiosité nouvelle. Le chirurgien s'est légèrement penché en avant comme s'il réévaluait un patient. De l'autre côté de la salle, Antoine me regardait avec une expression que je ne lui avais jamais vue, incertaine, calculatrice, et juste un peu pâle. L'homme du fond a commencé à marcher vers notre table. Les gens s'écartaient sans vraiment s'en rendre compte. Il s'est arrêté à côté de moi et a tendu la main. Édouard Moreau, a-t-il dit doucement. Je l'ai serré. Claire Laurent. Je crois que nous avons un dîner à programmer, a-t-il dit. À travers la pièce, le visage d'Antoine a perdu toutes ses couleurs.
Édouard Moreau ne s'est pas pressé. C'est la première chose que j'ai remarquée lorsqu'il s'est approché de notre table. Dans une salle bâtie sur l'urgence, le réseautage, les impressions et les conversations rapides, il avançait à un rythme qui suggérait que rien de tout cela ne s'appliquait à lui. Les gens se décalaient légèrement pour lui faire de la place, les conversations s'interrompaient au milieu d'une phrase, et il est arrivé sans sembler réclamer d'attention, ce qui paradoxalement lui a valu de l'obtenir tout entière. « Madame Laurent » a-t-il dit, toujours debout à côté de moi. « J'espère que vous ne m'en voulez pas pour cette introduction peu conventionnelle. Je suppose que la soirée a déjà dépassé le cadre des conventions, ai-je répondu. Ma voix semblait plus assurée que je ne l'étais. À 50 ans, j'avais appris que le sang-froid arrive souvent avant la lucidité. Il a hoché la tête une fois, un petit signe d'assentiment. Je pensais ce que j'ai dit. J'aimerais vous inviter à dîner demain si vous êtes disponible. La femme à côté de moi a pris une légère inspiration. Le chirurgien en face s'est adossé à sa chaise comme si la distance pouvait l'aider à comprendre ce qu'il voyait. Antoine était descendu de la scène et s'approchait maintenant, l'expression soigneusement neutre, l'expression qu'il utilisait quand quelque chose échappait à son contrôle et qu'il avait l'intention de le ramener sur les rails. « Monsieur Moreau » a dit Antoine en lui tendant la main. Antoine Laurent. C'était généreux. Édouard lui a brièvement serré la main. Ce n'était pas de la générosité. C'était de l'intérêt. Antoine a ri légèrement, une nuance trop rapide. Eh bien, nous apprécions certainement le soutien à la Fondation, bien que je suppose qu'il s'agissait plutôt d'une enchère symbolique. Édouard l'a regardé sans hostilité, mais aussi sans céder. Non. Je ne fais pas d'enchère symbolique. Le silence qui a suivi était subtil, mais indéniable. Antoine a ajusté son bouton de manchette, un petit geste que j'ai reconnu comme un recalibrage. Bien sûr. Eh bien, nous pouvons demander à notre assistante de coordonner les détails. L'emploi du temps de ma femme est généralement. Je préférerais le lui demander directement, a dit Édouard, toujours calme. Madame Laurent. J'ai réalisé que les deux hommes me regardaient maintenant. Cela ne m'était pas arrivé souvent ces dernières années, qu'on s'adresse directement à moi au lieu de passer par Antoine. Demain me convient, ai-je dit. En début de soirée. Édouard a légèrement incliné la tête. Je demanderai à mon assistante de vous envoyer les détails. 19 heures. Le sourire d'Antoine est resté, mais il s'était crispé. Vous êtes de passage en ville ? J'habite ici, a dit Édouard. Dans le 16e arrondissement. Je vois. Antoine a hoché la tête, puis a ajouté, et votre intérêt pour Claire ? Édouard a fait une pause juste assez longue pour donner à la question plus de poids que prévu. Personnel. Antoine n'a pas insisté. Il ne le pouvait pas. La salle regardait toujours, et il comprenait l'image publique mieux que la plupart des gens. Eh bien, a-t-il dit, nous avons hâte d'y être. Édouard s'est tourné vers moi. Merci d'avoir accepté. Puis il s'est éloigné, traversant la foule avec la même précision sans hâte, laissant une traînée de murmures derrière lui. L'énergie dans la salle avait changé. Ce n'était pas spectaculaire, juste légèrement décalé. Les conversations ont repris, mais les gens jetaient plus souvent des regards dans ma direction. La femme à côté de moi s'est présentée comme s'appelant Valérie, bien qu'elle l'ait déjà fait plus tôt. Le chirurgien m'a demandé ce que je pensais des nouvelles initiatives de la Fondation. Les deux questions ressemblaient moins à de la curiosité qu'à une réévaluation. Antoine est brièvement retourné sur scène pour clore le programme. Sa voix a retrouvé son rythme, mais l'assurance aisée du début s'était adoucie. Je l'ai regardé parler, notant les différences subtiles, moins de blagues, des pauses plus courtes, une conclusion plus rapide. Il a remercié les sponsors, a rappelé aux invités les promesses de dons et a conclu par un toast. Les applaudissements ont été polis et soutenus, mais l'attention de la salle s'était déplacée. Quelque chose d'inattendu était entré dans le récit, et tout le monde le sentait. Après cela, les invités se sont rassemblés près du bar. Antoine m'a trouvé en quelques minutes. C'était inhabituel, a-t-il dit doucement. Oui. Tu le connais ? Non.
Antoine a étudié mon visage. Il doit te connaître d'une manière ou d'une autre. Peut-être. Il a expiré lentement. Eh bien, quoi que ce soit, c'est bon pour la fondation. Une enchère d'1 million d'euros fera les gros titres. Il a fait une pause, puis a ajouté, tu as bien géré la situation. Je suis resté immobile. Parfois, c'est suffisant. Il a esquissé un léger sourire, puis s'est penché plus près. Fais juste attention. Les gens comme ça ne bougent pas sans raison. C'est ce que j'ai supposé. Il a hoché la tête, satisfait de la réponse. Je demanderai à Chloé de coordonner la logistique. Il a déjà dit que son assistante s'en chargerait. Le regard d'Antoine a vacillé brièvement, puis il a repris contenance. Bien sûr. Nous sommes restés côte à côte un instant, regardant les invités circuler. Cela m'a frappé de voir à quel point cette posture était familière, paraître unis tout en naviguant dans des pensées séparées. Après 22 ans, le silence était devenu notre langue la plus courante. Plus tard, alors que la salle se vidait, j'ai récupéré mon châle. Antoine parlait encore avec des donateurs près de la scène. J'ai attendu qu'ils finissent. Je vais rentrer, ai-je dit. Tu ne veux pas rester? Il y a une réception à l'étage. Je suis fatigué. Il a hésité. D'accord. Je rentrerai tard, j'imagine. Il a embrassé ma joue à nouveau, légèrement. On en parlera demain. J'ai hoché la tête et je suis parti. Dehors, l'air de la nuit était plus frais que prévu. La ville semblait plus calme après la luminosité artificielle de la salle de bal. J'ai marché vers le trottoir et j'ai attendu la voiture. Mon reflet dans la porte en verre semblait inchangé, même robe bleu marine, même posture calme, mais quelque chose de subtil avait changé. Pas de l'excitation, pas de l'anticipation, juste une prise de conscience. Une conversation avait commencé, et je n'en connaissais pas encore la forme. La voiture est arrivée. En nous éloignant, j'ai jeté un dernier regard à l'entrée de l'hôtel. Des invités entraient et sortaient encore, des rires s'échappant faiblement. Quelque part à l'intérieur, Antoine était en train d'expliquer la soirée, la façonnant déjà en une histoire qui le mettait en valeur. Il était doué pour ça. Mon téléphone a vibré. Un nouveau message. L'assistante d'Édouard Moreau. Madame Laurent, Monsieur Moreau m'a demandé de confirmer le dîner de demain. 19h, les coordonnées du restaurant sont en pièces jointes. Il a hâte de s'entretenir avec vous. Je l'ai lu une fois, puis une seconde. Pas de fioriture, pas d'explication, juste une confirmation. Quand je suis rentré chez moi, la maison m'a paru inhabituellement silencieuse. J'ai posé mes clés sur le comptoir, retiré mes chaussures et me suis versé un verre d'eau. Cette routine m'a apaisé. Je me suis assise à la table de la cuisine, rejoint le moment dans la salle de réception, les rires, le chiffre 10, le silence après la voix venant du fond. Ni avec colère, ni avec embarras, mais avec curiosité. À 50 ans, l'humiliation ne brûle pas de la même manière qu'à 30 ans. Elle se pose différemment, comme une pierre placée soigneusement dans votre poche. Vous la portez. Vous ne l'exposez pas. Et parfois, de façon inattendue, quelqu'un d'autre remarque ce poids. J'ai fini mon eau et j'ai éteint les lumières. À l'étage, la chambre semblait inchangée. Antoine rentrerait tard, comme il le faisait toujours après les événements. Je me suis allongée, écoutant la maison silencieuse, et j'ai réalisé que quelque chose avait bougé. Pas de manière dramatique, mais suffisamment pour que demain ne ressemble pas à une journée ordinaire. À l'autre bout de la ville, un homme nommé Édouard Moreau venait de payer 1 million d'euros pour dîner avec moi. Et pour la première fois depuis des années, je me demandais pourquoi. Le restaurant qu'Édouard Moreau avait choisi n'avait pas d'enseigne à l'extérieur, juste une étroite porte vitrée coincée entre une librairie et une petite boutique de tailleur rue Saint-Honoré. Je suis arrivé avec 5 minutes d'avance, ce qui me semblait approprié. J'ai toujours pensé qu'arriver tôt donne l'occasion d'observer avant de participer. À 50 ans, l'observation m'était devenue plus utile que les explications. À l'intérieur, l'éclairage était doux et mesuré, le genre de lumière qui rend la conversation intime même quand les tables sont proches.
Édouard était déjà installé. Costume sombre à nouveau, pas de cravate, les mains nonchalamment croisées sur la table comme s'il avait attendu sans la moindre impatience. « Madame Laurent », a-t-il dit en se levant. « Merci d'être venue. Merci pour l'invitation. » Nous nous sommes assis. De l'eau est apparue sans qu'on l'ait commandé. Le serveur nous a parlé à voix basse des plats du jour puis s'est retiré. Édouard a attendu que nous soyons de nouveau seuls avant de prendre la parole. « Je me rends compte que la scène d'hier soir était un peu brutale », a-t-il dit. Je n'avais pas l'intention de créer un malaise. Vous ne l'avez pas fait, ai-je répondu. Vous avez changé la température de la pièce. C'est différent. Il a esquissé un léger sourire, comme si cette formulation correspondait à quelque chose qu'il reconnaissait. C'est juste. Nous avons parcouru les menus brièvement, bien qu'aucun de nous n'y ait prêté une grande attention. Après avoir commandé, il a de nouveau croisé les mains, m'observant avec une attention mesurée, qui n'était pas intrusive, juste intentionnelle. Cela fait un certain temps que je vous cherche, a-t-il déclaré. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Je ne suis pourtant pas difficile à trouver. Vous l'êtes si on ne sait pas où regarder. L'affirmation est tombée avec douceur. Pourquoi me cherchiez-vous? Il s'est légèrement reculé. Vous souvenez-vous d'une femme nommée Marguerite Dubois? Le nom flottait quelque part au loin, familier mais pas immédiatement clair. J'ai secoué la tête. Je ne suis pas sûre. Elle devait avoir une quarantaine d'années quand vous l'avez rencontrée, il y a environ 25 ans, devant une épicerie rue de Passy. Il pleuvait. Les souvenirs sont remontés, non pas comme une scène complète, mais par fragments, un après-midi gris, un sac en papier qui se déchire, des pommes qui roulent vers le caniveau. Une femme s'excusant à n'en plus finir tout en essayant de les ramasser. Je me suis souvenu m'être baissé, l'avoir aidée, avoir remarqué qu'elle tremblait bien plus que la météo ne le justifiait. Elle avait été expulsée le matin même, a continué Édouard calmement. Vous lui avez demandé si elle allait bien. Elle a répondu oui. Vous lui avez redemandé. Elle a dit non. J'ai laissé échapper un léger souffle. Je m'en souviens. Vous lui avez proposé de lui payer un café. Ce n'est pas si rare. Mais vous êtes resté pendant 2 heures, a-t-il dit. Vous l'avez écouté expliquer comment elle avait perdu son emploi, son retard de loyer, le fait qu'elle ne savait pas où aller. Vous lui avez donné votre numéro. Les détails ont refait surface lentement. J'avais oublié combien de temps nous avions parlé, j'avais oublié la chaleur réconfortante de la brasserie, l'odeur des manteaux mouillés, sa réticence à accepter de l'aide. Elle m'a appelé 2 jours plus tard, ai-je dit doucement. Elle avait besoin d'un endroit où rester pour une semaine. Édouard a hoché la tête. Vous l'avez hébergée pendant 3 mois. De ça, je m'en souviens, ai-je dit, ma voix s'adoucissant sans le vouloir. Elle n'arrêtait pas de s'excuser. Elle pliait le linge même quand je lui disais de ne pas le faire. Elle m'avait parlé d'eux. Édouard a dit, vous êtes son fils. En effet. Le serveur est arrivé avec nos boissons. Nous nous sommes tus jusqu'à ce qu'ils repartent. La pièce semblait encore plus silencieuse à présent, comme si la conversation s'était resserrée autour de nous. Elle parlait souvent de vous, a poursuivi Édouard. Elle disait que vous ne l'aviez jamais traitée comme un fardeau, juste comme une invitée qui avait besoin de temps. J'avais de la place, ai-je dit. Ce n'était pas compliqué. Ça l'était pour elle. Il a baissé les yeux brièvement, puis m'a de nouveau regardé. Elle a trouvé du travail grâce à l'un de vos contacts. Oui, un petit cabinet. Un poste administratif. Elle a gardé cet emploi pendant 3 ans, a économisé de l'argent, puis a fini par créer son propre service de comptabilité. Modeste au début, puis plus important. J'ai perdu le contact après son déménagement, ai-je admis. Elle a envoyé une carte une fois. Pour Noël, je crois. Elle a gardé la copie de cette carte, a dit Édouard. Ainsi que chaque reçu des courses que vous avez payées. Je ne savais pas trop quoi dire. Ce souvenir m'avait toujours semblé mineur, l'une de ces nombreuses petites intersections que la vie produit. L'entendre raconter avec tant de précision lui donnait un poids que je ne lui avais pas attribué.
Elle a bâti une entreprise, a dit Édouard lentement. Aucun investisseur, juste de la discipline. 15 ans plus tard, elle l'a revendue. De quoi changer nos vies. C'est merveilleux. Ça l'était. Il a fait une pause. Elle est décédée il y a 2 ans. Je suis désolée. Avant de mourir, elle m'a fait une demande. Retrouver Claire Laurent. La remercier comme il se doit. J'ai absorbé la nouvelle en silence. Vous n'aviez pas besoin d'offrir 1 million d'euros. J'avais besoin de votre attention, a-t-il dit simplement. Et je voulais que votre mari voie quelque chose. La déclaration n'était pas dure, mais elle portait une intention. Il pensait que c'était une blague. Je ne plaisante pas avec le respect. Nos plats sont arrivés. Nous avons commencé à manger, la conversation ralentissant naturellement. Édouard a parlé des dernières années de sa mère, ses voyages modestes, son bénévolat dans des programmes d'alphabétisation, le fait qu'elle n'avait jamais vraiment cru avoir accompli quelque chose d'important. J'écoutais, ajoutant parfois de petits souvenirs. Le rythme était agréable, sans forcer. Au bout d'un moment, il a mis la main dans sa veste et a posé une fine enveloppe sur la table. Ce n'est pas la raison de ce dîner, a-t-il dit. Mais ça en fait partie. Je l'ai regardé, puis je l'ai regardé, lui. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose que ma mère a préparé. Elle ne voulait pas que vous soyez surprise sans contexte. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Au lieu de cela, je l'ai observé un instant, considérant la certitude calme de sa posture. Vous vous êtes donné beaucoup de mal. Elle comptait pour moi, a-t-il dit, et vous comptiez pour elle. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite avec soin, l'écriture manuscrite légèrement inclinée. Le nom de Marguerite signé en bas. Ma poitrine s'est légèrement serrée en lisant la première ligne. Vous m'avez dit un jour que la gentillesse n'a pas besoin de témoins. J'étais en désaccord à l'époque. Je le suis toujours. Je me suis arrêtée de lire, la repliant doucement. J'aimerais lire ceci chez moi. Bien sûr. Nous avons terminé notre dîner tranquillement. La conversation a dévié vers des sujets neutres, les livres, les quartiers, la façon dont la ville change selon les rues que l'on emprunte. Édouard parlait peu, mais quand il le faisait, c'était réfléchi. Il n'y avait aucune mise en scène, aucune urgence, juste de la clarté. Quand l'addition est arrivée, il l'a réglée sans faire de commentaires. Nous nous sommes levés près de la porte. Merci d'être venu, a-t-il dit. Merci de me l'avoir raconté. Il a hoché la tête. Je vous recontacterai dans quelques jours, après que vous aurez lu la lettre. Dehors, l'air de la nuit était plus vif. Je tenais l'enveloppe avec précaution, consciente que quelque chose datant de 25 ans venait de refaire surface avec un poids inattendu. Édouard m'a raccompagné jusqu'au trottoir, puis s'est arrêté. Ma mère avait l'habitude de dire, les moments de silence façonnent davantage nos vies que les moments spectaculaires. Je crois qu'elle avait raison. Moi aussi. Nous nous sommes quittés. Alors que la voiture s'éloignait, j'ai baissé les yeux vers l'enveloppe. À l'autre bout de la ville, Antoine était probablement en train de terminer une réunion tardive, planifiant déjà le prochain événement. Nos vies étaient toujours alignées sur le papier. Mais un glissement subtil s'était opéré. Un passé dont je me souvenais à peine venait de faire un pas en avant, porteur de conséquences que je ne comprenais pas encore. J'ai gardé l'enveloppe sur mes genoux, regardant défiler les lumières de la ville. 25 ans plus tôt, j'avais offert à une inconnue un endroit où dormir pendant une semaine. Aujourd'hui, son fils m'avait offert quelque chose que je n'avais pas demandé, et l'avait fait devant 200 personnes. L'équilibre de cet échange ne s'était pas encore révélé, mais je le sentais avancer silencieusement vers quelque chose de plus grand. Je n'ai pas ouvert la lettre de Marguerite immédiatement. Je l'ai posée sur la table de la cuisine, je me suis préparé un thé et je suis resté debout près de la fenêtre pendant quelques minutes, laissant le calme m'envelopper. La maison portait encore l'absence d'Antoine, comme toujours après ces soirées tardives. Les lumières éteintes dans la plupart des pièces, le léger bourdonnement du réfrigérateur, rien d'urgent. J'avais appris à apprécier cette tranquillité.
Elle donnait aux pensées l'espace nécessaire pour s'organiser sans interruption. Quand je me suis enfin assise et que j'ai déplié la lettre, l'écriture était exactement comme dans mon souvenir, précise, légèrement penchée, chaque ligne espacée avec soin, comme si elle voulait que chaque mot ait sa propre place. Claire, vous m'avez dit un jour que la gentillesse n'a pas besoin de témoins. J'étais en désaccord à l'époque et je le suis toujours. Je crois que la gentillesse mérite de trouver un écho, même discrètement. Vous m'avez donné une chambre, mais plus important encore, vous m'avez donné du temps. Vous n'avez jamais rien demandé en retour. Vous n'avez même jamais dit à votre mari pourquoi j'étais là. Je vous ai regardé vivre votre vie, constante, patiente, prévenante, et je me suis promis que si j'en avais un jour l'occasion, je m'assurerai que votre gentillesse vous revienne d'une manière qui compte. J'ai fait une pause, laissant les mots se poser. Le souvenir de ces mois est revenu par fragments, Marguerite pliant les serviettes, préparant de la soupe, insistant pour participer aux courses, même quand je refusais. Elle avait fait attention à ne pas s'imposer, presque désolée d'exister. Je me souvenais lui avoir dit qu'elle n'avait pas besoin de s'effacer de sa propre vie. Elle avait souri quand j'avais dit ça, mais je ne savais pas si elle m'avait cru. La lettre continuait, quand mon entreprise a finalement prospéré, j'ai mis quelque chose de côté pour vous. Non pas parce que vous en aviez besoin, mais parce que vous le méritiez. Édouard connaît les détails, il vous expliquera. J'espère que cette lettre vous trouvera en bonne santé, et j'espère que vous vous souvenez encore de cet après-midi pluvieux. Moi, j'y pense tous les jours. J'ai replié la lettre lentement. Il n'y avait pas de révélation dramatique. Pas de chiffres, pas d'instructions, juste une intention. Quoique Marguerite ait préparé, elle avait fait confiance à Édouard pour le transmettre. J'ai remis la lettre dans son enveloppe et j'ai fini mon thé. Antoine est rentré peu après minuit. J'ai entendu la porte, le léger cliquetis de ses chaussures sur le sol, le rythme familier de ses pas dans la cuisine. Il m'a trouvée encore assise à la table. « Tu es réveillée ?» a-t-il dit. Je lisais. « Comment s'est passé ce dîner ?» Il a desserré sa cravate, jetant un coup d'œil à l'enveloppe. Intéressant. C'est vague. Il m'a expliqué pourquoi il avait enchéri. Antoine s'est adossé au plan de travail. Il connaissait quelqu'un que j'ai aidé il y a des années. Antoine a hoché la tête lentement. C'était donc de la gratitude. Quelque chose comme ça. Il m'a observé. Et le million d'euros ? Il était sérieux. Antoine a expiré doucement. Eh bien, c'est une bonne chose pour la fondation. Je ne pense pas qu'il s'agissait de la fondation. Il a marqué un temps d'arrêt, puis a haussé légèrement les épaules. Tout finit par concerner la fondation un jour ou l'autre. Il s'est versé de l'eau, a pris une gorgée. Tu as l'air fatigué. Je le suis. On en parlera demain. Il s'est penché, m'a embrassé sur la tempe et est monté à l'étage. La conversation s'est terminée comme beaucoup des nôtres, inachevée, mais pas exactement irrésolue. Nous avions appris à laisser de l'espace entre nos déclarations. Le lendemain matin, j'ai remis la lettre dans son enveloppe et je l'ai glissée dans mon sac. Édouard avait dit qu'il me recontacterait, et j'ai supposé que cela signifiait une conversation allant au-delà des souvenirs. J'ai suivi ma routine habituelle, café, email, une petite marche. L'air portait la vivacité du début de l'automne, les feuilles commençaient à peine à changer de couleur. C'était une saison de transition, ce qui semblait approprié. En milieu de matinée, mon téléphone a sonné. C'était Édouard. « Bonjour », a-t-il dit. « Bonjour. Avez-vous lu la lettre ? » Oui. Elle était bienveillante. Elle l'a toujours été. Il a fait une pause. Seriez-vous disponible pour que nous nous revoyions ? Il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer. Quand ? Cet après-midi. À mon bureau. Je n'ai hésité qu'un instant. Très bien. Son bureau se trouvait dans un bel immeuble de l'avenue de l'Opéra, discret mais soigneusement entretenu. La réceptionniste m'a salué par mon nom, ce qui signifiait qu'il avait préparé ma venue. Édouard m'a rejointe dans le couloir, me guidant vers une salle de conférence dotée de grandes fenêtres donnant sur la rue.
Merci d'être venu, a-t-il dit. Sur la table se trouvait un dossier plus épais que l'enveloppe du dîner. Il ne l'a pas fait glisser vers moi tout de suite. Au lieu de cela, il s'est assis en face de moi, les mains posées légèrement sur la table. Ma mère a ouvert un compte d'investissement il y a 15 ans, a-t-il commencé. Elle y a contribué progressivement, sans jamais y toucher. Elle m'a chargé de vous le remettre lorsque je vous aurai trouvé. J'ai écouté sans l'interrompre. Il a ouvert le dossier et l'a tourné pour que je puisse voir la première page. Les chiffres étaient précis, structurés, accompagnés d'un jargon juridique. Il a fallu un moment à mon esprit pour traduire tout cela en un sens concret. Ça ne peut pas être exact, ai-je dit doucement. Ça l'est. J'ai relu. Le compte avait fructifié de manière constante, les intérêts réinvestis chaque année. Le chiffre final comportait plus de zéros que je n'en avais jamais associé à mon propre nom. Pas une richesse inimaginable, mais une somme substantielle de quoi changer une vie, comme diraient les comptables. Elle voulait que vous l'ayez en pleine propriété, a précisé Édouard. Sans condition, sans obligation. J'ai refermé doucement le dossier. Je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire pour le moment. Il s'est légèrement adossé à son siège. Il y a autre chose. Il a ouvert une autre section. Elle a également créé une petite fondation, rien de public. Son but est simple, une aide au logement à court terme pour les femmes menacées d'expulsion. Elle vous a désigné comme administratrice. Je l'ai regardée. Elle a fait ça? Elle a dit que vous compreniez l'importance du temps. Qu'un seul mois de sécurité peut changer une vie. L'idée s'est installée en douceur. Je me suis souvenu de Marguerite arrivant avec une seule valise, s'excusant d'avoir besoin d'espace. Je me suis souvenu lui avoir dit qu'elle pouvait en disposer. Le lien m'a paru naturel, sans artifice. Je ne sais pas si je suis qualifié, ai-je dit. Vous êtes exactement qualifié. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Dehors, la circulation s'écoulait de façon régulière. À l'intérieur, la pièce semblait figée. Pourquoi me le dire maintenant, ai-je demandé. Elle m'a demandé d'attendre de vous avoir trouvé en personne. Elle pensait que le bon moment était important. J'ai acquiescé lentement. Le moment était important. 25 ans plus tôt, j'avais offert une chambre. Aujourd'hui, ce geste m'était rendu sous forme de structure et de responsabilité. Cela ne ressemblait pas à une récompense. Cela ressemblait à une continuité. Édouard a fermé le dossier. Prenez le temps de réfléchir. Il n'y a aucune pression. Je l'apprécie. Il m'a raccompagné jusqu'à l'ascenseur. Ma mère aurait aimé cette journée, a-t-il dit. Je pense que oui. En sortant, la ville me paraissait inchangée, et pourtant légèrement différente. Dans mon sac, le dossier pesait de son poids, non seulement financier, mais symbolique. J'ai marché lentement, laissant la réalité de la situation faire son chemin. Entre un après-midi pluvieux et un dîner tranquille, un petit acte de bonté était devenu quelque chose de bien plus grand que ce que j'aurais pu imaginer. De retour à la maison, j'ai posé le dossier à côté de la lettre. 2 morceaux de papier séparés par des décennies, désormais liés. À l'étage, j'entendais Antoine bouger. Un autre appel, une autre réunion, un autre projet. Nos vies continuaient, mais les fondations qui les soutenaient s'étaient déplacées subtilement et irrévocablement. Je me suis assise, les mains posées sur la table, et j'ai compris que l'histoire avait dépassé le cadre d'une seule soirée. Les enchères avaient été un commencement, pas une fin. Les rires, le silence, la voix à 1 million d'euros, ils avaient ouvert une porte. Et maintenant, tranquillement, les conséquences en franchissaient le seuil. Antoine a remarqué le changement avant que je ne dise quoi que ce soit. Pas parce que je me comportais différemment, ce n'était pas le cas, mais parce que les changements de rythme subtils ont tendance à remonter à la surface dans les longs mariages. J'étais peut-être plus silencieuse, plus réfléchie. Le dossier était resté sur mon bureau, fermé depuis ma visite au bureau d'Édouard, et pourtant sa présence modifiait l'atmosphère de la pièce. « Tu as l'air pensive » m'a dit Antoine un soir alors que nous étions assis face à face pendant le dîner.
La conversation avait dérivé sur des sujets routiniers, les appels, les plannings, le prochain déjeuner de la fondation avant de retomber dans le silence. Je réfléchis, c'est tout, ai-je répondu. À Édouard Moreau en partie. Antoine a posé sa fourchette. Il a appelé au bureau aujourd'hui, a parlé à Chloé, a demandé quelle était tes disponibilités pour la semaine prochaine. Je m'y attendais. Il n'a pas parlé affaires, a ajouté Antoine. Il a juste dit qu'il voulait poursuivre la conversation. Ce ne sont pas des affaires. Antoine s'est légèrement adossé. Tout finit par devenir des affaires. Je n'ai pas répondu. Il m'a observé un instant, puis a adouci son ton. Je ne voulais pas être dur. C'est juste que je n'aime pas les surprises, surtout quand elles sont publiques. Je comprends. Il a hoché la tête, suffisamment satisfait. Tu devrais me dire ce qu'il veut. Ça aide d'être préparé. Je le ferai. La conversation s'est arrêtée là. Antoine s'est remis à manger, bien que plus lentement. Après le dîner, il s'est retiré dans son bureau. J'ai débarrassé les assiettes, les ai rincées et suis retourné au dossier. Je l'ai rouvert, en le lisant attentivement cette fois. Les chiffres n'avaient pas changé, mais ils semblaient plus tangibles à présent. À côté d'eux, les documents de la fondation soulignaient les intentions de Marguerite. Aide temporaire au logement, subvention modeste, fonctionnement discret. C'était simple et précis. Pas de mise en scène. J'ai refermé le dossier et l'ai remis dans mon sac. Je n'étais pas encore prête à en discuter. Pas avec Antoine. Pas avant de l'avoir moi-même complètement assimilé. Le lendemain matin, Antoine est parti tôt. Un petit déjeuner de travail, a-t-il dit. Je me suis promenée dans la maison après son départ, remarquant les détails familiers, les photos encadrées des événements caritatifs, les plaques commémoratives du conseil d'administration, les preuves soigneusement mises en scène de nos réussites communes. J'ai réalisé que la plupart d'entre elles lui appartenaient plus qu'à nous. Mes contributions avaient toujours été structurelles, organisées, planifiées, arrondir les angles. Le travail invisible devient rarement un objet de décoration. Édouard a appelé en milieu de matinée. Seriez-vous libre demain, a-t-il demandé. Oui. J'aimerais vous présenter à la personne qui gère le fonds fiduciaire. Aucune décision n'est requise, c'est juste à titre d'information. C'est d'accord. Nous nous sommes rencontrés le lendemain après-midi dans un bureau sans prétention près du parc Monceau. La personne qu'il m'a présentée, maître David Rousseau, en fait l'avocat associé, était calme et efficace, m'expliquant la structure du fonds en termes clairs. Il a insisté sur la flexibilité, l'indépendance et l'absence d'obligation. J'ai écouté, posant parfois des questions. La conversation était professionnelle mais pas transactionnelle. Lorsque nous avons terminé, Édouard m'a raccompagné dehors. Vous n'avez pas l'air surprise, a-t-il fait remarquer. Je suis encore en train de digérer. C'est sage. Je ne veux pas que cela change tout, ai-je dit. Ça n'a pas à le faire, a-t-il répondu. Ça vous donne simplement des options. Des options. Le mot est resté suspendu. J'ai réalisé à quel point j'avais rarement envisagé mes options ces dernières années. Ma vie avait suivi un cours prévisible, soutenir Antoine, maintenir la fondation, gérer la logistique. Confortable, mais étroit. Ce soir-là, Antoine est rentré plus tôt que d'habitude. Il nous a versé du vin, un geste inhabituel. J'ai repensé au gala, a-t-il dit. Moi aussi. J'ai peut-être poussé la blague un peu trop loin. Je l'ai regardé. Peut-être. Il a hoché la tête, l'acceptant. Je n'avais pas l'intention de t'humilier. Je sais. Mais tu l'as fait. Oui. Il a expiré doucement. Je suis désolé. Les excuses étaient calmes, sans théâtralité. J'ai cru qu'il était sincère. Merci. Il m'a de nouveau étudié. Tu as l'air différente. J'envisage de nouvelles responsabilités, ai-je dit. Avec Édouard, d'une certaine manière. L'expression d'Antoine s'est légèrement crispée.
J'espère que tu ne te laisses pas entraîner dans quelque chose de compliqué. Ce n'est pas compliqué. Il a hoché la tête, bien qu'une certaine incertitude soit restée. Tiens-moi simplement informé. Je le ferai. Plus tard, il est retourné dans son bureau. Je suis resté dans le salon, ses excuses résonnant doucement. Elles n'effaçaient pas ce moment au gala, mais elles en adoucissaient les contours. Les relations survivent souvent grâce à ces petites réparations. Au cours des jours suivants, Édouard et moi avons échangé de brefs appels. Rien de dramatique, juste des clarifications, des présentations, une planification logistique. Le fond nécessiterait une supervision minimale au début, mais il m'encourageait à le modeler progressivement. J'appréciais ce rythme mesuré. Antoine s'est montré plus attentionné. Il me posait des questions sur ma journée, me proposait des déjeuners, a même suggéré d'assister à l'ouverture d'une galerie ensemble. Ce n'était pas forcé, juste délibéré. Je sentais qu'il se recalibrait, s'adaptant à un changement qu'il ne parvenait pas encore à cerner. Je n'ai pas résisté. Le changement ne nécessite pas de confrontation. Parfois, il se déploie tout simplement. Un après-midi, en examinant des documents, j'ai remarqué un mot que Marguerite avait inclus dans le dossier du fonds. C'était court, écrit à la main. Si Claire accepte, laissez-la décider discrètement. Elle n'a jamais eu besoin d'applaudissements. J'ai souri faiblement. Marguerite me comprenait mieux que je ne le pensais. Ce soir-là, Antoine m'a rejointe sur le patio. L'air s'était rafraîchi, les bruits de la ville semblaient lointains. « Tu as toujours été patiente », a-t-il dit soudainement. J'ai eu de l'entraînement. Je ne crois pas avoir apprécié ça à sa juste valeur. Je l'ai regardé. Tu as apprécié d'autres choses. Il a hoché la tête. J'aurais peut-être dû en apprécier plus. Nous sommes restés assis en silence. La conversation ressemblait moins à une résolution qu'à une prise de conscience. Au bout d'un moment, il s'est levé. J'ai un appel tôt demain matin. Je sais. Il m'a embrassé sur la joue et est rentré. Je suis resté dehors quelques minutes de plus, observant les lumières clignoter sur les immeubles voisins. La semaine écoulée avait modifié quelque chose de fondamental, pas dramatiquement, mais de manière constante. L'humiliation ressentie au gala ne dominait plus mes pensées. À la place, j'envisageais ce qui m'attendait, une fondation discrète, de nouvelles responsabilités, des options. À l'intérieur, le dossier reposait sur mon bureau. Le lendemain, j'allais signer les documents préliminaires. Non par vengeance, ni en guise de compensation, mais parce qu'un petit acte accompli des années plus tôt s'était transformé en quelque chose de significatif. L'accepter ressemblait moins à un bouleversement qu'à une continuité. Quand je suis finalement rentré, la maison semblait plus apaisée. Antoine dormait déjà. J'ai placé les documents à côté de la lettre et j'ai éteint les lumières. Le silence semblait différent maintenant, non plus vide, mais plein de possibilités. Le changement avait commencé en douceur, et c'est en douceur qu'il allait se poursuivre. Le cabinet d'avocat donnait sur l'avenue, au 43e étage. La vue semblait choisie à dessein, le genre de vue qui vous rappelle à quel point les moments individuels paraissent infimes de loin. Je suis arrivé avec 10 minutes d'avance, portant la lettre de Marguerite dans mon sac. Édouard était déjà là, discutant à voix basse avec Maître Rousseau, l'avocat. Ils se sont tous deux levés à mon entrée, sans cérémonie, juste avec respect. « Claire », a dit Édouard. « Merci d'être venu. C'est naturel. » Maître Rousseau a fait un geste vers la table de conférence. « Nous allons faire simple. Rien aujourd'hui ne nécessite de décision immédiate. Nous nous contentons d'officialiser la structure. » Le dossier devant moi m'était familier. Il s'agissait des mêmes documents, mais cette fois-ci disposés pour être signés. Les termes du fonds avaient été simplifiés, a expliqué Édouard, pour garantir mon autonomie. Je superviserai les subventions au logement, déterminerai les critères, approuverai les distributions. Édouard resterait disponible en tant que conseiller, mais pas en tant que décideur. « Vous êtes sûr de vouloir me laisser le contrôle ?» ai-je demandé. « Oui », a dit Édouard. Ma mère y tenait.
Elle pensait que la personne qui a offert l'espace devait décider de la manière dont l'espace est offert. La formulation s'est imposée d'elle-même. J'ai lu attentivement la première page, puis la suivante. Le langage juridique masque souvent l'intention, mais ici l'intention semblait limpide. Une aide discrète, une stabilité à court terme, aucune publicité. Maître Rousseau a désigné une ligne. Cette section vous transfère entièrement l'autorité de gestion. Une fois le document signé, vous agissez de manière indépendante. J'ai hésité brièvement. Non par doute, mais par pleine conscience de la situation. Signer signifiait accepter un nouveau rôle, un rôle qui n'appartenait qu'à moi. Pendant des années, mon identité s'était entremêlée avec le travail d'Antoine. Ceci était distinct. J'ai signé. Le stylo a glissé sans accroc, un petit geste, mais lourd de sens. Édouard regardait en silence, sans célébration, juste attentif. Maître Rousseau a rassemblé les pages, les ordonnant. Voilà qui est fait, a-t-il dit. Vous êtes maintenant la gérante du fonds. Édouard a hoché la tête une fois. Félicitations. Merci, ai-je répondu, bien que le mot m'ait semblé insuffisant, non pas à cause de l'ampleur de la chose, mais à cause de la continuité silencieuse qui la sous-tendait. La lettre de Marguerite reposait dans mon sac, un rappel que cet instant n'était que le maillon d'une longue chaîne de petites décisions. Nous avons passé 1 heure de plus à passer en revue la logistique. Édouard a suggéré de commencer modestement, 2 attributions de logement, puis de s'étendre. J'ai accepté. Ce rythme me convenait. Pas d'urgence, pas de représentation, juste un travail régulier. Quand nous avons eu terminé, Édouard m'a accompagné jusqu'à l'ascenseur. Comment vous sentez-vous, a-t-il demandé. Calme. C'est une bonne chose. Je ne vois pas cela comme quelque chose de spectaculaire. Ça ne l'est pas, a-t-il dit. C'est structurel. L'ascenseur est arrivé. Je suis monté à l'intérieur, la ville se dévoilant en contrebas tandis que les portes se fermaient. Le sentiment de transition me semblait maintenant complet. Non pas soudain, mais ancré. Les enchères, le dîner, la lettre, il m'avait mené ici, à une signature discrète. Chez nous, Antoine était dans le salon en train d'examiner des notes. Il a levé les yeux quand je suis entré. Comment ça s'est passé? Bien. As-tu signé quelque chose? Oui. Il a posé ses papiers. Puis-je te demander quoi? Un petit fonds. De l'aide au logement. Je vais le superviser. Antoine a lentement hoché la tête. Ça te ressemble bien. Je le crois aussi. Il m'a dévisagé. Est-ce que ça change quelque chose? Pas dans l'immédiat. Il a laissé échapper un léger soupir. J'en suis heureux. Puis il a ajouté, j'ai repensé au gala. Je n'aurais pas dû t'utiliser dans mon programme. Tu t'es déjà excusé. Je sais. C'est juste que je n'arrête pas de rejouer la scène. Il a secoué la tête. Depuis la scène, ça paraissait différent. Ça l'est toujours. Il a esquissé un léger sourire. Tu as raison. Nous sommes restés assis ensemble quelques minutes. La conversation semblait plus légère qu'avant, moins forcée. La tension qui avait suivi le gala s'était dissipée pour laisser place à quelque chose de plus introspectif. Antoine est fini par retourner à ses notes, et je suis monté à l'étage. Plus tard dans la soirée, Édouard a appelé. Tout est finalisé? Oui. Bien. Ma mère serait ravie. Je pense que oui. Il a fait une pause. Il y a encore une chose. Le transfert des fonds initiaux apparaîtra demain. C'est substantiel, mais n'oubliez pas que cela doit être utilisé de manière progressive. Je comprends. Prenez votre temps. Je le ferai. Nous avons raccroché. J'ai posé mon téléphone, consciente que demain, les chiffres du dossier deviendraient tangibles. Non pas pour mon usage personnel, mais dans un but précis. Cette distinction était importante. Le lendemain matin, j'ai vérifié le compte. Le transfert était arrivé. Le solde paraissait abstrait,
comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. J'ai fermé l'écran. L'argent crée souvent un sentiment d'urgence. Je préférais la retenue. Antoine m'a rejointe au petit déjeuner. Tu as l'air pensive. Je fais des plans pour le fond. Je vois. Il a hoché la tête. Si tu as besoin d'aide, de contact, de ressources, dis-le-moi. Je te le dirai. C'était la première fois qu'il offrait son soutien sans vouloir diriger les choses. J'ai apprécié cela. Après le petit déjeuner, il est parti pour ses réunions. Je suis restée à table pour relire mes notes. Le travail qui m'attendait me semblait réalisable. Identifier des associations, établir des critères, coordonner des placements, des étapes concrètes, calme. Dans l'après-midi, Édouard m'a envoyé un email avec les contacts de 2 associations d'aide au logement. J'ai répondu en programmant des appels. Le processus a commencé immédiatement. Sans grand fracas, juste avec méthode. Ce soir-là, Antoine est rentré tard. Nous avons brièvement parlé de nos emplois du temps, puis avons repris notre routine. La maison avait retrouvé son équilibre. Le séisme du gala s'était résolu en une nouvelle structure, et non en conflit. Avant de me coucher, j'ai relu la lettre de Marguerite. Les mots me semblaient plus ancrés maintenant, ils n'étaient plus abstraits. Son intention s'était matérialisée, discrètement. J'ai replié la lettre et l'ai replacée dans son enveloppe. Le chapitre suivant ne parlait pas de vengeance. Il parlait de continuité. De petites actions prolongées dans le temps. Les enchères avaient été bruyantes, mais la résolution demeurait silencieuse, et dans ce silence, quelque chose de durable avait pris forme. J'ai éteint la lumière, consciente que l'histoire avait atteint sa transition naturelle. L'humiliation ne définissait plus le récit. C'était la signature qui s'en chargeait. La première requête est arrivée 3 jours plus tard. Une femme prénommée Céline, récemment expulsée, 2 enfants, dans un foyer d'hébergement temporaire dont le terme arrivait dans 48 heures. L'email de l'association était concis, factuel, presque clinique. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai appelé le coordinateur. Nous avons brièvement parlé logistique, appartement à court terme, charges de base, allocation pour la nourriture. C'était concret, gérable, exactement ce que Marguerite avait imaginé. J'ai approuvé le placement. En raccrochant, je suis restée assise un instant en silence. Pas d'applaudissements, pas de cérémonie, juste une décision. Quelque part en ville, une femme allait avoir une clé au lieu de l'incertitude. La simplicité de cet échange sonnait juste. Antoine est rentré plus tôt ce soir-là. Tu as l'air concentré, a-t-il dit en posant sa mallette. J'ai approuvé la première attribution de logement. Il a souri. Ça a été rapide. Le besoin était immédiat. Il a hoché la tête, sincèrement impressionné. Cela te correspond bien. Un impact silencieux. J'ai apprécié la formule. Un impact silencieux. Cela décrivait non seulement le fonds de dotation, mais aussi tout le déroulement de ces dernières semaines. Le gala avait été bruyant, mais tout ce qui avait suivi s'était fait avec mesure, sans spectacle. Au cours des jours suivants, j'ai approuvé 2 autres attributions. Chaque décision suivait le même rythme, examiner, confirmer, agir. Édouard prenait des nouvelles de temps en temps, sans jamais s'imposer. Vous faites exactement ce qu'elle espérait, m'a-t-il dit un jour. Je l'ai cru. L'attitude d'Antoine est restée mesurée. Il ne plaisantait plus à mes dépens. Il me posait des questions sur le fond, offrait parfois des suggestions, puis se mettait en retrait. Ce n'était pas spectaculaire, juste respectueux. Nos conversations sont devenues plus équilibrées, moins centrées sur son travail à lui. Un soir, nous avons participé à un petit dîner avec des amis. Le sujet du gala a brièvement refait surface. Quelqu'un a mentionné l'enchère d'1 million d'euros. Antoine a géré cela calmement. Il s'est avéré que c'était plein de sens, a-t-il déclaré. Claire fait un travail important aujourd'hui. Il ne s'est pas étendu. Il n'a pas fait de blague. Cette retenue parlait plus clairement que n'importe quelle excuse. Plus tard,
alors que nous rentrions à pied, il m'a dit doucement, « Je suis heureux que tu l'aies accepté. » Moi aussi. Je t'avais sous-estimé, a-t-il ajouté. J'ai pesé mes mots. Tu as sous-estimé la force du silence. Il a hoché la tête. Je ne le ferai plus. Cela suffisait. Les mois ont passé. Le fonds s'est étendu lentement. Céline a trouvé un emploi stable. Un autre bénéficiaire a obtenu un logement à plus long terme. Chaque nouvelle renforçait le but de la fondation. Les chiffres sur le compte importaient moins que les résultats obtenus. L'intention de Marguerite se déployait de manière constante. Édouard m'a invité à déjeuner un après-midi. Nous nous sommes assis dans le même restaurant calme que la première fois. Vous avez approuvé 4 attributions, a-t-il noté. Oui. Ma mère aurait aimé ce rythme. Je l'espère. Il a esquissé un léger sourire. Elle croyait qu'une constance discrète changeait plus de choses que les gestes spectaculaires. Je commence à être d'accord avec elle. Nous avons discuté de nos projets pour l'avenir, de petits partenariats, une croissance prudente, rien de précipité. La conversation ressemblait moins à de la stratégie qu'à une forme de gestion bienveillante. En partant, Édouard s'est arrêté. Vous savez, le soir du gala. Je n'ai pas seulement enchéri pour attirer l'attention. Je voulais corriger un moment précis. Je comprends. Votre mari semble avoir fini par le comprendre lui aussi. Oui. C'est rare. Les gens changent, ai-je dit. Il a hoché la tête. Parfois. Ce soir-là, à la maison, Antoine examinait les rapports de sa fondation. Il a levé les yeux quand je suis entrée. Comment s'est passé ton déjeuner? Bien. Nous prévoyons une expansion progressive. Ça me semble judicieux. Il a fait une pause. J'ai réfléchi à quelque chose. Oui. J'aimerais contribuer financièrement. À titre personnel. Pas publiquement. Juste discrètement. Je l'ai observé. Tu n'es pas obligé. Je sais. J'en ai envie. Il a haussé légèrement les épaules. Considère que j'apprends. J'ai souri. C'est généreux. Il a hoché la tête. Tu m'as montré quelque chose. J'aimerais en faire partie. Nous sommes restés assis ensemble ensuite, sans beaucoup parler. La maison semblait avoir trouvé un équilibre, elle n'était plus façonnée par la tension de la nuit du gala. Le souvenir demeurait, mais sa signification avait évolué. Ce n'était plus une humiliation. C'était un tournant. Des mois plus tard, le fonds a soutenu sa 10e attribution de logement. Je gardais la lettre de Marguerite dans mon bureau, la relisant de temps à autre. À chaque fois, les mots ressemblaient moins à de la gratitude qu'à des conseils. La gentillesse n'a pas besoin de témoins, avait-elle écrit, mais elle croyait qu'elle méritait de trouver un écho. Aujourd'hui, c'était le cas, discrètement, à travers chaque décision. Un soir, je me tenais près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Antoine m'a rejointe. Tu as changé le rythme des choses, a-t-il dit. Pas intentionnellement. Malgré tout. Il a fait une pause. Je suis fière de toi. Je me suis légèrement tournée. Merci. Il a hésité, puis a ajouté, et je suis désolée pour cette nuit-là. Je sais. Nous sommes restés silencieux. L'excuse n'avait plus besoin d'explication. Le temps l'avait remodelée. Avant de m'endormir, j'ai écrit une brève note dans le registre du fonds. 10 attributions. Continuez lentement. Se souvenir de l'après-midi pluvieux. Cela semblait approprié.